Guillaume Fay, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce très bel atelier d'un artiste dont vous pouvez peut-être dire deux, trois mots déjà. Oui, c'est Yann Bertinon, donc Oui. c'est Cavray, c'est à Montparnasse, c'est une galerie d'art, d'exposition, peinture, sculpture, Oui. art plastique. Pourquoi faut-il aller dans ce lieu? Parce que c'est un lieu où, je dirais, on ne trouve pas l'art contemporain qui est un art d'imposture, à mon sens. Donc c'est un art européen, voilà. Alors, il y a des portraits, il y a tout un tas de choses. Il y a des sculptures, voilà. Ok. Alors, c'est un préambule important pour situer ce lieu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'événement qui nous intéresse, l'événement terroriste de Nice, ce camion sur la Croisette, ce camion sur la promenade des Anglais. Où en est votre analyse aujourd'hui sur ce... Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est un mode... la première chose, c'est un mode d'attentat tout à fait étonnant qui avait été utilisé en Israël par les Palestiniens déjà, avec les voitures béliers, mais qui a été prôné dans la revue Inspire en 2010, qui est une revue musulmane, islamiste, et qui disait la chose suivante. Dans cette revue, on disait: qu'est-ce qu'une faucheuse? Il ne s'agit pas de faucher du blé, il s'agit de faucher des mécréants au nom d'Allah. Et la meilleure faucheuse, c'est le camion. Nous demandons donc à nos lecteurs, à nos adeptes, s'ils ne peuvent pas avoir de Kalachnikov, s'ils ne savent pas fabriquer des explosifs, le mieux c'est de louer un camion et de foncer dans la foule des mécréants. Donc ça c'est extraordinaire parce que c'était dit en toutes lettres. Donc les services de renseignement devaient quand même le savoir, ça. Devaient quand même prendre des précautions. Or, aucune précaution n'a été prise. La deuxième chose intéressante dans cet attentat, donc la première chose, c'est que c'est un attentat qui est fait de manière non professionnelle, à base d'un camion, qui fait une centaine de morts. Mais la personne qui a fait cet acte n'était pas réputée pour être un musulman très pieux. C'était un ancien repris de justice, évidemment, qui avait été condamné à plusieurs reprises, qui battait sa femme, etc. Mais la motivation de cet attentat n'est pas que l'islam. N'est pas que l'islam. Il y a autre chose derrière, il y a la haine raciste. Il y a la haine raciste de tout ce qui est européen. Et ça, c'est très clair. Il ne faut pas oublier que ça fait maintenant 20 ans qu'il y a des attentats en France. Il ne faut pas oublier que depuis que M. Hollande est président de la République, les attentats en France ont fait déjà 253 morts. 253 morts, et oui, et oui, et oui. Il y en a un. Et ce qui est tout à fait étonnant aussi et significatif, c'est que juste après l'attentat de ce Tunisien, il a fait des émules immédiatement, puisque en Allemagne, dans la semaine suivante, il y a eu 3 attentats. Un dans un train, un à la machette, et le troisième par un Afghan, je crois, dans un grand magasin de Munich, où il y a eu une dizaine de morts. Donc on est bien dans un processus, on est bel et bien dans un processus de guerre, de guerre civile. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que certains disent: oui, mais l'État est dans un déni de réalité, l'État français ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait, ce sont des somnambules, ils ne font pas ce qu'ils doivent, etc. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je crois qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Je crois qu'il y a une complicité de l'État français avec l'islamisme. Il y a une complicité de l'État français pour l'immigration. Il y a une complicité de l'État français, et pas seulement français d'ailleurs, d'autres États aussi. Il y a une complicité de l'État français pour islamiser le pays, pour favoriser l'immigration. Parce que ça ne sert à rien de lutter contre le terrorisme si on continue de faire entrer, comme c'est passé cette année et l'année dernière, 2 millions de migrants, 2 millions de pseudo-réfugiés, 2 millions de pseudo-réfugiés. Autre chose tout à fait étonnante... Alors, je vous coupe, 2 millions en France ou Non, en Europe. En Europe. 2 millions en Europe. Ce qui est tout à fait étonnant aussi, c'est que dans la presse, à la télévision, France Inter, France Culture, Libération, Le Monde, etc., on a présenté les principales victimes de l'attentat de Nice comme étant les musulmans, en exagérant le nombre de musulmans qui ont été tués. Et il y a eu un reportage dans Le Monde
en disant mais c'est horrible parce que la pire conséquence de cet attentat, c'est que le racisme anti-arabe est en train de monter dans la ville de Nice. Alors qu'on n'a pas dit un mot des victimes, on n'a pas dit un mot de la réalité. Ce sont les Français qui sont racistes. Alors que ces attentats prouvent qu'il y a bel et bien un racisme arabo-musulman contre les Français de souche, contre les Européens de souche. D'ailleurs, on a vu des images incroyables après le massacre de la promenade des Anglais. On voyait des jeunes maghrébins de quartier de l'Ariane qui riaient, qui dansaient, qui chantaient devant des CRS qui, eux, ne disaient rien. Donc, il y a malheureusement, comme ça s'est passé pour le 13 septembre, comme ça s'est passé pour le mois de janvier, il y a soit un silence, soit une approbation tacite, soit une approbation claire dans la communauté arabo-musulmane, de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas nier. Donc c'est bien la prémisse d'une guerre civile, c'est bien la prémisse, et c'est bien la preuve qu'on ne peut pas faire cohabiter dans un même territoire deux populations différentes. C'est impossible. On l'a vu au Liban, on le voit en Israël, on le voit partout. Donc, et ben malgré ça, on continue de nous parler de laïcité, des valeurs de la République, etc. Eh ben non, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Mais là encore, il y a derrière une volonté, il y a une volonté d'une partie de la classe politique, d'une partie de la classe journalistique, de trahir la nation. Un exemple très simple. L'état d'urgence permet de faire des perquisitions. Il y a eu à peu près 2000 perquisitions de fait avec seulement 53 gardes à vue. Dans les perquisitions, ils saisissent le matériel informatique. Les gens qui sont perquisitionnés sont des gens qui sont soupçonnés d'être en voie, comme on dit, de radicalisation. Eh bien, le Conseil constitutionnel a interdit, au nom de la protection des libertés individuelles et des droits de l'homme, de transmettre aux services secrets, aux services de renseignement, à la DGSI, le matériel informatique saisi chez les perquisitionnés, interdit à la police de le transmettre au nom de libertés individuelles. Donc ça veut donc dire qu'il y a une complicité objective pour ne pas repérer les préparations d'actes terroristes, puisqu'on ne peut pas transmettre le matériel informatique aux services de renseignement, parce que c'est quelque chose de privé, voilà. Autre chose extraordinaire, Abdeslam, le type, alors il y a eu, ça a fait un scandale, bon, le type le seul survivant des attentats du 13 septembre, qui est donc un tueur, on est bien d'accord. Il est à la prison, il est enfermé dans la prison de Fleury-Mérogis, où il bénéficie d'un régime de faveur. Il bénéficie d'un régime de faveur, il a même une salle de sport à sa disposition, une deuxième cellule. C'est extraordinaire, déjà. Donc, à partir du moment où un type comme ça, on le met dans cette situation-là, le signal envoyé est très clair, quoi. Le signal envoyé est très clair, quoi. C'est quelque chose de... Qu'est-ce que t'as, toi? Ça va? Oui, bah je me remets de la visite de notre ami. Et donc un signal très clair. Alors, on part quand même de l'État. La décision du Conseil constitutionnel, pour vous, c'est une émanation de l'État. Alors, c'est un État qui est décidé à se détruire lui-même. Quel est son but? Alors, ça s'appelle le nihilisme. C'est une espèce de haine. Alors, c'est pas partagé par tout le monde, parce qu'il y a soit le déni de réalité, le somnambulisme, soit une volonté très simple, une volonté de détruire, parce que c'est la haine de soi, moi ce que j'ai appelé l'ethnomasochisme. Hein. Oui. C'est la haine de soi, c'est la haine de la civilisation européenne, c'est le fait de penser que la civilisation européenne est coupable, c'est la victimisation de l'islam, c'est la victimisation du tiers-monde, c'est l'autoracisme en quelque sorte. C'est quelque chose qui était présent dès mai 68, hein, c'est quelque chose qui est assez ancien. Hein. Mais maintenant, les gens qui portent cette idéologie sont au pouvoir. On le voit dans le laxisme judiciaire, on le voit dans le fait de ne pas réprimer réellement le terrorisme, on le voit dans le fait d'ouvrir tout grand les portes de l'immigration, on le voit dans toute la politique vis-à-vis de l'immigration et de l'islam. Il s'agit de détruire la souche même de la nation.
Et ça, c'est quelque chose de nihiliste, c'est quelque chose de... Voilà. Donc, une pensée, une attitude, le nihilisme, je détruis la nation. Oui. Est-ce que je détruis parce que je suis dans un instant un représentant de l'État quelque part où il y a une forme d'idiotie, ou alors est-ce que j'ai un projet à long terme? Non, justement, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Le seul projet qu'il y a, c'est la mondialisation, c'est uniquement ça, quoi. Mais il n'y a pas réellement de projet, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un projet de destruction, mais ce n'est pas un projet de construction. Il n'y a pas derrière un projet de société. Des gens comme Pierre Berger ou Mélenchon, très différents, mais qui ont la même idée là-dessus, vous essayez de voir leur projet de société, ils n'en ont pas. Il n'y a pas d'idéologie constructive, comme il pouvait y avoir par exemple chez les marxistes. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de projet. Le projet, c'est de la pure... pour parler comme Kevin McDonald, c'est la culture de la critique. C'est purement critique. C'est-à-dire, je vais critiquer l'Europe, l'Occident, la race blanche, etc. Je vais critiquer, mais avec des contradictions tout à fait extraordinaires. Par exemple, ces mouvements féministes qui sont antiracistes, pro-musulmans, pro-islam, et qui crient contre l'islamophobie. Alors que l'islam est une religion qui est antiféministe à mort, qui considère la femme comme un pur objet. Donc c'est une contradiction totale, une contradiction absolue. Moi qui amène une bouteille de vin. Voilà. Une contradiction absolue. Nihilisme, amour de la critique, de la haine de soi, une posture donc de critique qui s'accompagne d'un effondrement de la nation, un terme global mais qui reste flou, cette mondialisation. Est-ce qu'on a la mondialisation, est-ce que derrière il n'y a pas également un fantasme égalitariste en se disant je vais être à égalité avec le nouvel immigré, le nouvel arrivant, mais ça reste quelque chose de l'ordre du fantasme. C'est une réalité, une idée d'égalité assez rapide finalement. L'égalitarisme n'est pas l'égalité déjà. Oui, tout à fait. L'égalitarisme débouche souvent sur l'injustice. Oui, tout à fait. Mais là, l'égalitarisme, ça consiste à dire les musulmans, les immigrés de manière générale, sont des victimes, sont maltraités, donc on va faire de la discrimination positive. En réalité, ils ne sont pas maltraités, ils sont mieux traités que les autres. Un réfugié, un faux réfugié qui arrive en France aujourd'hui a plus d'argent et mieux aidé qu'un petit retraité de la classe ouvrière ou de la paysannerie. C'est quand même énorme. Donc on ne dise pas qu'ils sont maltraités, au contraire, ils sont privilégiés. Quand on voit les quartiers, par exemple la politique de la ville, etc., ces gens-là sont privilégiés. Ils sont privilégiés. Ils sont mieux traités. C'est le bouquin de, je ne sais pas, Guy, je crois, sur la France périphérique. Ils sont mieux traités que les Français de souche de la France périphérique. Bon. Donc l'égalitarisme n'est pas du tout l'égalité. L'égalitarisme aboutit à l'injustice. C'est un simple prétexte, en fait. Un simple prétexte. Quand les musulmans, quand l'islam voit ça, ils rigolent évidemment. Ils se disent, bon, ils sont complètement masochistes. Continuons, évidemment. Continuons. Voilà. Alors, sur le terrorisme, ça ne fait que commencer. Hein, ça ne fait que commencer. Hein. Parce que là, ils vont faire des émules, vous allez voir. Et alors, ce qui est très intéressant dans l'attentat de Nice, c'est que l'exemple donné par ce tueur au camion, c'est que c'est finalement facile. Dans le journal de Daesh, ils le disent, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, mais ils disent utiliser tous les moyens d'armes par destination. N'importe quoi, des pierres, tout ce que vous voulez, des armes blanches, etc. À l'arme blanche, on peut faire des dégâts considérables avec une arme blanche. Attention, hein. Un sabre, on peut faire des dégâts considérables. Voilà. Donc ça va continuer. Alors moi, ce que je me demande, c'est jusqu'à quand les Français ne vont-ils pas réagir ? Jusqu'à quand les Français ne vont-ils pas réagir? Est-ce qu'aujourd'hui, je poursuis cette idée, qu'il y aurait quand même autre chose autour? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un fantasme? Vous avez parlé d'une posture, de destruction de la nation. Est-ce que les personnels politiques ne veulent-ils pas avancer vers l'idée d'un capitalisme finalement qui réunirait les gens autour du communautarisme? C'est-à-dire que les communautés seraient refermées, mais finalement, à l'occasion d'un projet uniquement de travailler ensemble, non pas de vivre ensemble, de travailler ensemble et de se haïr, suffirait.
avec... est-ce que c'est quelque chose que vous entendez? Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez? Ça c'est le problème de l'intégration, de l'assimilation. Alors, dans un premier temps, il y a des gens qui croyaient à l'assimilation ou à l'intégration. Ouais. Or, c'est impossible, dans tout type de société, d'assimiler ou d'intégrer au-delà d'un certain pourcentage. Actuellement, il y a 25 à 30% en Île-de-France encore plus, de population non européenne de souche. Bon, il y a 25 à 30%, donc ils ne sont pas intégrés. Alors, Terra Nova, qui est le think tank du Parti Socialiste, a pensé au concept d'insertion, qui consiste à dire, c'est aux Français de souche de s'adapter aux autres, non pas aux autres de s'adapter à nos mœurs, mais il faut qu'ils soient insérés uniquement économiquement, justement, travail, etc., mais avec des privilèges que n'ont pas les autres. C'est-à-dire qu'on leur demande de ne surtout plus abandonner leurs mœurs, surtout ne pas se franciser, surtout ne pas... mais de conserver leur islam, leurs mœurs, etc., leur mode de vie, même leur manière de s'habiller, ce qui se passe actuellement. De ne plus s'assimiler, de ne pas donner de prénom français aux enfants, etc., etc. Et même maintenant, on leur enseigne l'arabe. Et on enseigne l'arabe aux petits français. C'est Madame Belkacem, récemment, il y a une quinzaine de jours, qui a proposé ça. Ça va devenir obligatoire à la rentrée. Hein. On n'enseigne plus l'allemand, on enseigne moins l'anglais, on n'enseigne plus le latin, plus le grec, mais on va enseigner l'arabe. Bon. Donc l'insertion, c'est ça. C'est à nous de nous adapter à eux. Et dans l'idée de Terra Nova, la paix va régner parce que économiquement, tout le monde va être content. Mais on vivra côte à côte, les uns à côté des autres. Bon, ça ne peut pas marcher. Mais quand Terra Nova dit ça, ils savent que ça ne va pas marcher. Ah. Mais il y a des idiots utiles qui croient que ça va marcher. Alors parmi les idiots utiles, il y a l'exemple de Edoui Plenel, qui dirige Mediapart, qui a fait un livre, Vive les musulmans, je ne sais plus. Enfin, oui. Alors, est-ce que Edoui Plenel est un idiot utile? Ou est-ce que c'est un pervers? C'est un pervers. Ouais. On ne sait pas, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Ça peut être aussi un idiot utile. Madame Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, c'est pas une idiote utile, c'est une femme intelligente qui sait ce qu'elle fait, c'est-à-dire arabiser et islamiser l'éducation nationale. Elle sait ce qu'elle fait, elle est en mission. Et de son point de vue, elle a raison. Bon. Les idiots utiles qui le laissent faire, tant pis pour eux, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait évident. Mais les gens s'en rendent compte. La majorité des gens s'en rendent compte. Mais on est sous le coup d'une idéologie dominante. L'idéologie dominante, c'est pas l'idéologie majoritaire, c'est différent. C'est l'idéologie minoritaire, mais dominante. Cette idéologie est dominante. On nous dit, vous comprenez, la Russie de Poutine, les médias sont sous contrôle, etc. Il n'y a pas de liberté de la presse. Et en France, les médias ne sont pas sous contrôle. Quand vous écoutez France Culture, mais c'est un robinet de propagande à jet continu. Je veux dire. France Télévisions et Radio France, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus tenu que les médias russes, beaucoup plus tenu. Vous avez des médias dissidents, comme par exemple Valeurs Actuelles. Bon, Valeurs Actuelles, on leur a quand même supprimé leur subvention que l'État donne à la presse. Parce que, soi-disant, ils sont coupables de temps en temps de racisme. Ils ont fait une couverture raciste parce qu'ils avaient mis Marianne voilée pour montrer qu'on était islamisé, on était en voie d'islamisation. On leur a supprimé leur subvention. C'est ça la liberté de la presse. Donc on est dans un système quand même d'idéologie dominante qui contrôle absolument tout, je veux dire, qui contrôle vraiment tout. Et ça c'est... Bon, voilà, c'est... Donc Nice aujourd'hui, déjà hier, l'Allemagne aujourd'hui, oui. Alors c'est une petite remarque, mais est-ce que les réactions au sein de l'Europe vont-elles être différentes? À savoir, quelque part, est-ce que la France n'est pas préparée du tout? Et est-ce que quelque part, la société civile allemande sera mieux structurée pour réagir suite, par exemple, à un audit?
Est-ce que les sociétés vont... Non, les sociétés qui réagissent le mieux actuellement, c'est les sociétés d'Europe de l'Est. Ah. C'est les sociétés d'Europe de l'Est qui réagissent mieux. L'Europe occidentale, non. L'Europe occidentale est complètement aseptisée. Les autorités ne réagissent pas. Ce qui va être très grave, ce qui est complètement absurde, c'est qu'on bombarde Daesh en Syrie et au Maroc et en Irak, ce qui ne sert à rien. On les bombarde là-bas, alors que la guerre se passe ici. Oui. C'est chez nous que ça se passe. Et deuxième problème, ils vont probablement s'effondrer au bout d'un certain temps. Daesh, là-bas, l'État islamique. Oui. Mais ça va signifier qu'on va assister au retour en Europe, un déplacement. Au retour en Europe de 2 à 3 000 personnes, 2 à 3 000 moudjahidines, qui eux sont vraiment formés. Et comme on le disait tout à l'heure, au restaurant, étant donné que dans les banlieues, il y a donc considérable d'armes en libre circulation, actuellement, il faut s'attendre non seulement à des attentats type voiture bélier, etc., mais aussi des attentats à l'arme à feu et à l'explosif. Parce que quand ils vont rentrer de Syrie et d'Irak, ils vont rentrer avec leur haine et leurs compétences. Donc, avec les deux. Donc, mais dialectiquement, paradoxalement, ça peut-être contribuer à réveiller les choses. En tout cas, l'essentiel de l'essentiel, le centre du centre, c'est aller à la cause du problème. La cause du problème, c'est l'inondation migratoire. C'est ça la cause du problème. Elle est là la cause du problème. Donc il faut, comme je l'ai expliqué dans pas mal de mes écrits, il faut faire un mouvement de rémigration, c'est-à-dire renverser le flux migratoire. Ce qui est possible, mais ce qui suppose des gens à poigne. Ce qui suppose des gens à poigne. Or, actuellement, dans la classe politique, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Même à droite, je n'en vois pas des gens qui oseront faire, qui oseront. Je n'en vois pas. Vous, déjà, vous avez une orientation, des mots précis, le choix d'un vocabulaire, une observation. Pour l'instant, on va parler de classe médiatique. Elle, encore maintenant, aborde le côté psychiatrique, avec des dépressifs, avec parfois des cours de salsa, et également, finalement, souvent le reproche sous-entendu, oui, mais il ne pratiquait pas un vrai islam, c'est-à-dire, la dernière fois, il n'a pas fait le ramadan en entier. Sous-entendu, s'il avait plus pratiqué, il aurait quitté la violence. Voilà, alors ça, c'est la thèse de victimisation, de déresponsabilisation, c'est à déséquilibrer. Le but de cette... Alors, on s'en fiche complètement qu'il soit déséquilibré ou pas. Il fonce dans la foule avec son camion, bon, c'est donc pour tuer, qu'il le fasse par déséquilibre, peu importe. En tout cas, l'acte est interprété comme un acte de guerre anti-français. Ce qui est très grave, par contre, c'est quand on dit « il ne pratiquait pas un vrai islam, donc c'est pas l'islam ». Mais si, il peut très bien, dans sa tête, faire un péché en buvant de l'alcool, en buvant quelque chose, et il va se rattraper en obéissant au Coran, en allant tuer en tant que moudjahidine ou djihadiste, en allant tuer des mécréants, en disant « je pratique là un vrai islam ». Parce que il faut bien savoir, tuer des mécréants, ça fait partie des obligations d'un bon musulman aussi. Contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui. On essaie de falsifier, de transfigurer la nature même de ces actes en disant ce n'est pas le vrai islam, c'est l'œuvre d'un déséquilibré, il ne s'agit pas du véritable islam, nous ne sommes pas en but à une hostilité, donc on refuse de désigner l'ennemi, et surtout on oublie une chose, c'est qu'ils ne sont pas seuls à faire ça, ils sont approuvés derrière, ils ont des complices. Sur les réseaux sociaux, ils ont énormément de soutien. Ils ont des sympathies dans l'ensemble de leur communauté. Oui. Comme le disait tout à l'heure mon ami Yambert, ici présent, il est normal, ils sont 12 millions en France actuellement, il est un peu plus même. Il est tout à fait normal que maintenant, ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent prendre leur revanche de la colonisation, ils veulent prendre leur revanche. Leur but, c'est de conquérir. C'est de conquérir l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Leur but, c'est de conquérir l'Europe. Hein. C'est d'islamiser l'Europe. Ouais. C'est ce qui est dit en toutes lettres sur la chaîne Al Jazeera, qui est regardée par toute la communauté maghrébine de France. Alors, c'est dit sur la chaîne parce que la chaîne fait un reportage sur des islamistes, ou alors c'est un discours direct de la chaîne Al Jazeera? C'est un discours qui est partagé. Qui est partagé. Qui est spontané. C'est un discours qui est partagé.
et avec des pays qui tiennent un double discours, comme le wahhabisme d'Arabie Saoudite. Oui, oui. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de l'islamisme violent, il y a l'Arabie Saoudite. Oui. En 2001, les attentats, c'était des Saoudiens qui les ont commis. Oui, tout à fait. Alors, il y a un seul problème en Arabie Saoudite, c'est que le pouvoir est à la fois islamiste, mais en même temps détesté par les islamistes. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir monarchique qui agit de manière complètement dictatoriale, et qui d'ailleurs n'a pas accepté un seul réfugié de leur corps religionnaire de Syrie ou d'Irak. On les envoie vers les Européens pour qu'ils envahissent l'Europe, Oui. tout simplement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a dans l'islam un atavisme du combat, de la lutte, même entre eux. Aujourd'hui, à Kaboul, il y a eu une centaine de morts. Mais c'est entre musulmans. C'est même pas sunnites contre chiites. C'est entre eux, c'est des factions entre eux. C'est Daesh contre les talibans. Oui. Alors, ils sont d'accord, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. Il y a une culture de la violence qui est quelque chose de semblable à ce qu'on a dans les hadiths au 8e siècle, où les premiers musulmans n'arrêtaient pas de s'entre-déchirer entre eux, de se faire la guerre. Ils faisaient la guerre non seulement à l'extérieur, mais entre eux aussi. D'où d'ailleurs le schisme entre sunnites et chiites qui est apparu très très tôt. C'est quelque chose qui est apparu très 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 tôt. C'est des conflits dynastiques en fait. Hein. Oui. C'est des conflits dynastiques au sein même de l'islam. Donc, mais ça, à mon avis, ça ne tient pas à l'islam, ça tient à leur mentalité. C'est atavique. L'islam est le produit ethnique, c'est un produit d'une ethnie, d'une mentalité. Alors, il y a une rétroaction, mais c'est le produit d'une mentalité. C'est-à-dire, c'est comme le fait de voiler les femmes, des pieds à la tête. C'est tout à fait vrai de dire que l'islam ne le prescrit pas. Mais parce que c'est antérieur à l'islam. C'est quelque chose d'antérieur. Donc c'est quelque chose d'ethnique, c'est leur mentalité. Vous voyez? Ouais. Le voile est évoqué dans le Coran. Oui, il est évoqué, mais de manière... Alors, avec des discussions. Oui, là, c'est pas le voile, là, c'est peut-être le voile. Oui, c'est ça, mais le voile est évoqué de manière très... Pour des femmes qui ne pourraient plus se reproduire, entre guillemets, oui, c'est ça. Elles pourraient l'éviter. Alors, du coup, par déduction, on peut dire oui, c'est ça. Mais ça se discuterait, entre... Voilà, on voilà. ne savait peut-être pas. Voilà, c'est des discussions d'un très haut niveau philosophique. Oui, oui. C'est leur niveau, quoi. C'est leur niveau, hein. Mais en tout cas, c'est pas une prescription. Mais ce qu'il faut retenir de l'islam, c'est que c'est une religion, c'est pas une vraie religion. On juge tout le temps l'islam comme si c'était du christianisme, du judaïsme ou du bouddhisme. Rien à voir. C'est une autre mentalité. C'est une idéologie plus qu'une religion, et c'est extrêmement ritualisé. C'est-à-dire, il n'y a pas d'esprit, il n'y a que de la lettre. Il n'y a que si je respecte. Les prières ne sont pas personnelles, on ne prie pas personnellement, c'est rituel à telle heure. On mange telle nourriture, et à partir de là, si on obéit de manière très rigide, on ira au paradis. Donc c'est une religion rituelle fondée sur une superstition. D'accord. C'est ça. Et d'autre part, il ne peut pas y avoir d'islam des Lumières, il ne peut pas y avoir d'islam modéré, il ne peut pas y avoir, comme on a eu dans le christianisme, un concile Vatican II, ou comme il y a eu la Réforme, etc., puisque, à l'inverse de ce qui se passe dans le christianisme, ou dans le judaïsme, ou dans le bouddhisme, ou dans d'autres types de religions, le Coran est la parole même de Dieu. Donc on ne peut pas interpréter on peut pas interpréter réellement la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Oui. Dieu ne va pas changer d'avis. En fait, c'est aussi un peu l'objet de ces entretiens. Parce que là, on est obligé de parler de Nice, et donc souvent la réaction, c'est de penser, bon, comment on s'organise d'un point de vue policier ou militaire. Mais déjà, on n'a pas employé le mot guerre très fréquemment, donc on n'est pas réellement en guerre, alors qu'il faudrait l'être. Mais il y a d'un côté des mesures concrètes qui pourraient être prises, mais en fait, la première guerre démarre sur la question idéologique. Or, l'État n'évoque pas l'islam politique, non. Et donc n'apporte pas déjà des définitions. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire déjà pour commencer une guerre, il faut déjà commencer à apporter des définitions, définir des problématiques, raconter, ce qui n'est pas fait. Alors, il faut revenir à ce que disait le juriste Carl Schmitt, ainsi que son disciple Julian Freud. Il disait, il faut savoir désigner l'ennemi. Oui.
Mais là, on ne désigne pas l'ennemi, mais comme disait Carl Smith, faites attention parce que c'est l'ennemi qui vous désigne. C'est pas vous qui choisissez votre ennemi, c'est lui qui vous désigne. Donc même si vous dites l'islam n'est pas mon ennemi, c'est des déséquilibrés, l'islam vous désigne comme ennemi, quand même. Donc de toute façon, vous êtes en guerre. C'est pas parce que tu dis je veux pas être en guerre que vous ne l'êtes pas. Vous êtes attaqué. Donc voilà, vous êtes agressé par quelqu'un. Si vous dites je suis gentil, je t'ai rien fait, je t'aime, ça ne change rien. Il va quand même vous tuer. Continue l'agression. Bon, voilà. Donc on ne désigne pas les choses. On ne désigne pas les choses réellement. Alors là encore, il y a ceux qui sont dans le déni de réalité, les idiots utiles, et il y a ceux qui savent très bien la réalité, qui savent très bien ce qui se passe, mais qui sont les complices objectifs, qui savent très bien. Ils ne sont pas idiots, ils voient les réseaux sociaux, ils voient les manifestations de joie, ils voient toutes ces choses-là. Bon, oui. Donc ils le savent très bien. Donc là, on est dans une situation où, et de toute façon, en plus, les mesures militaires qu'on prend en dernière instance, c'est-à-dire au dernier moment, on met des voitures de police avec des herses pour empêcher les camions de passer, on contrôle les gens dans la rue, on fait des... Ça suffit pas. Parce que l'avantage est toujours à l'agresseur. On peut pas empêcher un moudjahid de prendre un sabre et d'aller à la terrasse d'un café ou avec une Kalachnikov ou une voiture piégée en plein Champs-Élysées qui exploserait, on peut pas l'empêcher, ça, c'est pas possible. Il y a une touriste qui a été agressée à coups de sabre au Maroc ces jours-ci. Bon, c'est voilà. pas évoqué. Voilà, c'est pas évoqué. Ouais. Oui, bon voilà. Donc ça c'est de la haine, c'est pas uniquement, c'est aussi l'islam, mais c'est aussi de la haine raciale. C'est un mélange des deux. Parce qu'il faut dire les choses par leur nom. L'islam est raciste. Dès le départ. Dès le départ. Il est suprémaciste. Il est suprémaciste et raciste et anti-féminin, dès le départ. Dès le départ, il faut bien le savoir, ça. Donc voilà. Tout à l'heure, on sentait que vous étiez dans l'attente d'une réaction, enfin. Au-delà de la prise de conscience, c'est une réaction populaire. Il y a eu un événement qui montre un soubresaut sur les réseaux sociaux après Nice, à savoir un projet de loi se présente pour décider de la fermeture des mosquées salafistes. Et le projet ne récolte pas assez de voix. Non, bien sûr, mais ça, en plus, c'est des fausses mesures. C'est des fausses mesures. La vraie mesure, c'est d'aller à la source des choses, c'est de stopper l'immigration et de faire une rémigration en sens inverse. C'est ça la vraie mesure. Ouais. Parce que, mais, de toute façon, là, on est allé trop loin. Alors, ce qui se passe aussi, qui est très inquiétant, c'est que le mot guerre civile commence à apparaître. Yvan Youfol, qui est un éditorialiste au Figaro, vient de sortir un livre qui s'appelle « Vers la guerre civile » ou « La guerre civile qui vient », je ne me rappelle plus. Oui. Donc c'est évoqué de plus en plus par des intellectuels, etc., qui pensent objectivement qu'il va y avoir une guerre civile. C'est ce que cherche Daesh d'ailleurs, hein, et plus ou moins en Europe. Alors ce qui est très inquiétant, c'est que le patron des services secrets français, la DGSI, a déclaré l'autre jour devant une commission parlementaire qu'en cas de guerre civile, il allait y avoir un affrontement avec l'extrême droite. Et donc on a l'impression que pour eux, l'extrême droite, c'est beaucoup plus dangereux que l'islamisme. C'est-à-dire qu'ils craignent que une extrême droite, puisque c'est plus complexe, ils craignent qu'une extrême droite provoque une étincelle qui amène... Provoque une étincelle. Alors c'est très inquiétant quand le patron des services secrets dit ça, parce qu'il peut aussi penser à faire une manipulation. Oui. C'est-à-dire à manipuler une cellule de malades d'extrême droite pour faire un attentat contre une mosquée, par exemple, avec des morts. C'est un scénario très possible, ça. Mais en tout cas, leur principale préoccupation, quand il a dit ça, le danger d'une future guerre civile ne venait pas tellement des musulmans, mais ça venait de l'extrême droite. C'est intéressant. Oui. Donc, voilà. Alors, quand même, hein, parce que ça ne me paraît pas, même si vous avez raison, vous parlez du médicament efficace, quand même, vous évoquiez tout à l'heure une réaction, on a ces députés qui refusent de voter l'interdiction, la fermeture des mosquées salafistes, mais la liste de noms circule. Donc là, le fait que la liste de noms circule, il y a un prémisse révolutionnaire quelque part, parce que les gens disent, rappelez-vous bien d'eux. Oui. Vous voyez, et on voit dedans des gens, par exemple au Parti Socialiste, qui semblaient tenir
une nouvelle énergie, un nouveau discours réaliste. Par exemple, on voit que Malek Bouti a voté contre ce projet de loi. Or, il se présentait... Pourtant, Malek Bouti se présentait comme très réaliste et très sécuritaire. Oui, récemment, on le voyait toujours énergique. Alors moi, je crois savoir pourquoi. Parce qu'il se dit, si on ferme les mosquées salafistes, de toute façon, elles rouvriront clandestinement. Oui. Et ça provoquera une colère dans la communauté musulmane qui risquera d'augmenter les attentats. C'est ça, en fait. Moi, je crois que c'est le raisonnement. Hein, on craint la colère. Ils craignent la colère. Ils ont peur, les musulmans. Ils en ont peur. L'autre raisonnement qui apparaissait dans le Lab européen, mais justement parce qu'il y a cette réaction, ce pic sur les réseaux, c'était de dire il y aurait assez d'éléments, de moyens, de décrets déjà en place pour arriver aux arrestations et aux fermetures. Donc, sous-entendu, il considérait que le nouveau projet de loi était mal fait, donc il n'avait pas à voter un nouveau projet de loi mal fait. Oui. Donc c'est la réponse un peu sous forme d'esprit. Oui, non, mais la véritable réponse, c'est qu'ils ont peur, tout simplement. Ils disent, si on fait une trop grosse répression contre cette communauté musulmane, qui maintenant, ils le savent, représente plusieurs millions de personnes, hein, parce que il n'y a pas que les pratiquants, il y a aussi tout ce qui les entoure, hein, représente plusieurs millions de personnes, ils se disent... ça va provoquer une guerre civile, ils vont se révolter, ils ont peur d'eux, ils sont armés en plus. Oui. Et là, le GIGN, il ne pourra plus faire grand-chose. Oui. Sans compter qu'il y a une islamisation souterraine dans beaucoup de domaines, notamment dans l'armée et la police. Oui. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, c'est très vrai. Donc, à partir du moment... Il y a eu des incidents dans l'armée déjà, hein, il y a eu des incidents. Hein. À partir du moment où il y a l'éclatement d'une véritable guerre civile, est-ce que l'armée pourra la gagner? Pas sûr. Ah, la question est posée. Pas sûr. Déjà, nous sommes peut-être à l'aube d'une défaite. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Surtout que l'armée française, les budgets, le crédit militaire par rapport au PIB, en 89, on était à 3,5% du PIB consacré à la défense. Aujourd'hui, on est à moins de 2%. On est à 1. Bon, c'est-à-dire, en gros, il y a 200 milliards en moins, quoi. Et c'est que le format de l'armée française actuelle, c'est une armée qui d'abord est incapable de faire du maintien de l'ordre et d'autre part ne sait faire que des opérations extérieures comme on le voit, mais essentiellement à base d'aviation d'ailleurs, hein, et des opérations de commando, mais un commando il ne peut pas contrôler une cité, vous dire, c'est pas son rôle. Alors, en plus, l'opération Sentinelle ou Vigipirate est complètement contre-productive. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelles en sont les victimes? C'est les soldats eux-mêmes qui se font poignarder. C'est eux qui se font poignarder. Au Bataclan, ils avaient ordre de ne pas tirer. Bon, ils ne sont pas faits pour maintenir l'ordre. L'opération Sentinelle, ça sert rigoureusement à rien. Ça sert rigoureusement à rien. Donc, préparation et manque de moyens. Quoi. Et manque de moyens, impréparation, manque de moyens, manque de volonté, etc. Et en face, on a des gens fanatisés, dont certains sont aguerris. Ouais. Donc on a les mêmes qui ont voté encore la baisse des budgets, qui également ont laissé la porte de l'immigration ouverte. Ah bah, c'est-à-dire qu'à la fois ils votent la baisse des budgets de la défense, ils ouvrent la porte à l'immigration, ils ouvrent la porte à l'islam. Alors il y a les idiots utiles, mais il y a ceux qui le font exprès. Oui, bien entendu, ça c'est certain, au plus haut sommet de l'État. Donc c'est intéressant. C'est par idéologie. C'est intéressant, c'est que maintenant vous, là, intellectuellement, parce que vous êtes un journaliste, un auteur et un intellectuel, vous pensez par vous-même, vous avez un point de vue, vous dites, vous, contrairement à d'autres intellectuels, vous dites, c'est déjà trop tard, d'un point de vue militaire. Je dis pas, c'est déjà... Il faut jamais dans l'histoire dire les choses sont... parce qu'il y a toujours l'imprévisible. Mais disons qu'on est très mal barré. On ne peut pas dire que c'est trop tard, mais on peut dire qu'on est vraiment très mal barré. Parce qu'il y a aussi derrière la question démographique. Il ne faut pas l'oublier, la question démographique. C'est-à-dire que non seulement les Européennes souches reproduisent peu avec un faible taux de reproduction, mais démographiquement, non seulement on a des arrivées incessantes, mais ceux qui arrivent ont un taux de reproduction supérieur. Hein, chaque femme fait entre 3 et 4 enfants. Alors que la femme européenne de souche, elle en fait 1,5. Donc là, il y a un risque de basculement démographique. Vous pensez qu'on peut, après une guerre civile, arriver à une partition du territoire? Oui. C'est plus ça? Oui, c'est possible. Il y a même des gens qui l'ont théorisé. Oui. Il y a même des gens, moi je connais
un auteur, je ne dirai pas son nom, mais qui est adepte du vrai communautarisme, c'est-à-dire une partition du territoire. D'accord. Mais il y a des auteurs qui l'ont théorisé en Europe, mais aussi pour les États-Unis. Pour les États-Unis aussi. Oui, ça a été théorisé pour les États-Unis. Oui. Ça a été théorisé. Mais Alors, c'est une possibilité, c'est une possibilité. Il y a une idée. Malheureusement. Il y a une idée qui vous a caressé. Oui, allez-y. D'ailleurs, c'est déjà le cas, de fait. Moi, j'appelle ça la stratégie de la peau de léopard. C'est déjà le cas dans les 624 zones de non-droit. Où un Européen ne peut pas rentrer, où la police ne peut pas rentrer, où les pompiers ne peuvent pas rentrer. Actuellement, en France. Ouais. Donc, il y a des zones en France entièrement, qu'on a appelées les Molenbeek français, qui sont entièrement ethnicisés, quoi, je veux dire, islamisés, ethnicisés. Bien sûr. Si cette guerre civile, Guillaume Fay, qui s'annonce pour certains auteurs, finalement était comme un long feu incontrôlé et amené à un vrai chaos, et même s'il y avait départition du territoire, mais si également il y avait une forme de crise énergétique qui alors nous amènerait à une idée qui vous est chère, à savoir qu'à la fin d'un empire, on peut revenir en arrière en termes de développement pour des questions de problèmes de gestion des énergies, de gestion des communications, et donc d'un seul coup connaître la nécessité pour des zones de vivre comme on vivait au 19e, sauf qu'au 19e on avait un savoir qu'on a perdu. Donc ça c'est une idée qui vous est chère et qui vous était venue dans un autre de vos livres il y a bien longtemps maintenant. Oui, ça s'appelle La convergence des catastrophes. Voilà. Et je disais qu'il était très possible, comme à la fin de l'Empire romain, où il y a une terrible régression dans tous les domaines, qu'à la fin du XXIe siècle, on en revienne dans certaines zones au niveau du néolithique, et dans d'autres zones au niveau du Moyen-Âge, avec comme variable d'ajustement l'humanité, c'est-à-dire le nombre d'hommes. C'est une possibilité. C'est une possibilité parce qu'on se perçoit aujourd'hui qu'il y a des lignes de convergence sur l'immigration, sur la crise économique, etc., qui risquent de converger et d'aboutir à une explosion générale, à une catastrophe, à une crise géante. Et cette crise géante fera régresser la civilisation, c'est absolument certain. On n'en est pas sûr. En tout cas, on est sûr de rien, mais en tout cas, il y a un certain nombre de symptômes très inquiétants qui annoncent des choses pas drôles. Et sur l'immigration, le terrorisme, l'islam, etc., la natalité, on le voit aujourd'hui pour l'Europe occidentale, nous allons vers une explosion majeure. Ouais. Le problème n'est pas de savoir s'il y aura ou pas explosion, il y aura explosion. Le problème est de savoir quand, et le problème est de savoir si on en sortira vainqueur ou pas. C'est uniquement ça. Mais c'est pas, il n'est pas dit qu'on en sorte vaincu. C'est pas évident, non, c'est pas évident. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose. C'est absolument sûr. Ça ne peut pas se calmer, ça ne peut pas s'apaiser, c'est pas possible. Ça s'arrêtera plus. De même qu'en 1910, les gens intelligents se doutaient bien qu'il y allait avoir une guerre généralisée. Ils s'en doutaient bien. De même, quand Hitler est arrivé au pouvoir, on se doutait bien que ça allait mal finir. Bon, ben là, c'est pareil, ça va mal finir. Maintenant, il faut faire en sorte que ça finisse mal pour les autres, pas pour nous. Ouais. Merci. Guillaume Fay, merci.